les médecins me disent que je ne marcherai plus jamais. Et donc je me retrouve 2 années en fauteuil roulant. J'étais en centre de formation au Auxerre. La veille, je courais, j'étais en compétition. Le lendemain, je me retrouve dans un fauteuil. Je peux pas me lever, je peux pas bouger un membre. Écoute, il y a 1% de chance que ça se passe bien, que tu puisses marcher. C'est 1%, mais on va essayer. On a essayé, ça a pris 2 ans pour le faire, mais j'ai réussi à marcher après. Et là, je me retrouve, mon rêve de football, il est brisé. Qu'est-ce que je sais faire d'autre ? C'est la mode. Moi, j'étais directeur commercial dans la mode. Je savais vendre, je savais développer une marque et je me suis dit, je vais créer ma propre marque. Moi, je me dis toujours, je ne cherche pas à être le plus riche du cimetière, mais je cherche à être la personne la plus libre. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Au-delà des briques. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Steve Unkpono, entrepreneur, storyteller, fondateur de Visible. Son parcours est marqué par une résilience exceptionnelle dès sa naissance. À 14 ans, un accident met fin à son rêve de footballeur professionnel et le contraint à 2 années en fauteuil roulant. Mais c'est aussi le début d'une nouvelle aventure, celui d'un homme qui a su transformer les épreuves en force. Steve a travaillé dans le marketing de luxe, puis a créé Black Hats à Paris. Black Hats Paris. Aujourd'hui, avec Visible, il accompagne les entrepreneurs à révéler leur singularité. Avant de se plonger dans cette histoire et parler de lui, je vais lui proposer un petit jeu. Steve, si tu étais un personnage de manga, lequel serais-tu ? Donc déjà, salut Steve. Salut Xavier, merci beaucoup pour l'invitation. Si j'étais un personnage de manga, je serais Shotaro Kanedo. Très bien. Shotaro Kanedo, c'est le manga Akina Project. Et pourquoi Shotaro Kanedo ? Parce que en fait, il défie un peu les règles. Il n'attend pas qu'on lui donne sa place. Et en fait, il va chercher lui-même sa place. Et en fait, moi, c'est un peu le leitmotiv de ma vie. Quand tu essayes de faire des choses, tu les fais et puis tu demandes de l'aide. Et puis, si on te donne pas de l'aide, tu passes par la fenêtre. Et tu fais par toi-même. Par la porte, exactement. Tu fais toi-même. Et tu prends ta place. Exactement. Donc, très bien, moi je ne vous dirai pas qui je suis, je vous laisse toujours deviner. J'allais te poser la question justement. C'est un petit mythe que j'entretiens, etc. Parce qu'en réalité, comme on est plusieurs dans ma tête, on va dire que j'ai un peu plusieurs personnages. D'accord. Voilà. Allez, on va commencer et parler surtout de toi. On va parler d'un modèle, le tien, sur lequel tu t'es construit. Alors première question, tu dis souvent que tu n'as jamais été aussi bon que face à un mur. Voilà. Lequel t'a le plus boosté ? Quelle est l'épreuve de vie qui t'a le plus boosté ? C'est très dur de répondre à cette question parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont boosté, mais je pense que si je dois en retenir un seul, c'est cet épisode en fait en 1998. Je me retrouve en juillet 98, c'est la Coupe du Monde et moi c'est ma Coupe du Monde à moi dans le sens où je ne peux pas marcher et les médecins me disent que je ne marcherai plus jamais. Et donc je me retrouve 2 années en fauteuil roulant. J'étais en centre de formation au Auxerre. La veille, je courais, j'étais en compétition. Le lendemain, je me retrouve dans un fauteuil. Je peux pas me lever, je peux pas bouger un membre. Et en fait, à force j'ai mon kiné qui me dit, écoute, il y a 1% de chance que ça se passe bien, que tu puisses marcher. C'est 1%, mais on va essayer. Et on a essayé, ça a pris 2 ans pour le faire, mais j'ai réussi à marcher après. Donc je boite encore un peu, mais c'est ok, je suis debout, j'arrive à marcher, je mesure la chance que j'ai par rapport à d'autres personnes qui ne peuvent pas. J'ai pas été tétraplégique, c'est une maladie génétique que j'ai qui m'a empêché de marcher. Et en fait, ce moment-là, je me suis dit, ok, je peux tout faire. Et t'as quel âge ? À ce moment-là, j'ai 14 ans. 14 ans. Ouais. Et du coup, c'est là où tu te retrouves en fauteuil roulant pendant 2 ans. Exactement, ouais, je me retrouve en fauteuil roulant pendant 2 ans et... on essaye, beaucoup de kiné, beaucoup de séances dans le bain, la nutrition, enfin bref, j'apprends à... Et t'es tout seul face à tout ça ou t'es accompagné de tes parents, etc. Non, j'ai mes parents qui étaient... je suis originaire du Bénin, donc j'ai mes parents qui vivaient au Bénin et ils faisaient... Ça leur coûtait beaucoup d'argent, maintenant, étant parent, étant adulte, je me rends compte. Mais cela a coûté beaucoup d'argent, je pense. Ils faisaient beaucoup l'aller-retour pour venir me voir, donc j'ai ma mère qui passait 1 mois, qui laissait son activité, qui venait 1 mois, en plus qui repartait, 3 mois après revenait encore 1 mois, et mon père c'était pareil, en fait ils s'alternaient tous les deux, oui j'ai de la chance, et mes frères et sœurs qui venaient me voir aussi, qui passaient du temps avec moi, donc non j'étais pas seul, heureusement. Et là, tu es face à un mur. C'est marrant parce que on parle beaucoup d'Axel Alétru, aussi qui est quelqu'un qui est dans le monde sportif, mais lui qui s'est retrouvé à perdre l'usage de ses membres. Donc, c'est pas du tout la même chose que toi, parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, c'était une maladie génétique, apparemment. Donc, tu te retrouves devant un mur, quelque part, insurmontable. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu t'es dit, c'est hors de question, je vais y aller, quoi ?
C'est quoi le déclic? Est-ce que tu as gardé la date en tête, etc. ou pas du tout? Je me souviens de ces dates en fait où j'étais à la Pitié-Salpêtrière. Déjà, on avait fait la tournée des hôpitaux. Déjà au Auxerre, ensuite on vient en Île-de-France, après on va à Paris. Enfin bref, tout le monde, c'est le même verdict. Votre fils ne marchera pas, c'est ce qu'il disait à mon père. Et en fait, mon père me dit, écoute, tu as déjà marché une fois. Tu remarcheras à nouveau, mon fils. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais tu remarcheras à nouveau. Bon, après, quelques années après, je lui ai demandé s'il y croyait vraiment. Il m'a dit non, j'y croyais pas du tout. Mais mon rôle de père, c'était de te donner cette confiance-là, de te donner ce but-là pour pas que tu abandonnes, parce que sinon tu allais abandonner. Et comme quoi, en fait, je pense que la confiance, les mots, ça joue énormément dans notre vie. Et en fait, quand mon père me sort cette phrase-là, pour moi, c'était OK, c'était une question de temps. Donc j'avais une détermination. En fait, moi, j'étais rentré dans le centre de rééducation, non pas pour apprendre à marcher, mais pour moi, je pensais, après ça a pris plus de temps, je me suis dit, allez, 2-3 mois, c'est réglé, et puis je retourne en centre de formation. Après, c'était fini. Enfin, j'ai une prothèse de hanche, je ne pouvais plus jouer du tout au football après. Mais voilà, c'était vraiment ce moment-là où... et c'est le mindset, en fait, c'est ce qui a forgé... Ouais. Et en même temps, ça veut dire que c'est une carrière qui s'arrête, oui. C'est des rêves qui se brisent aussi. Oui. Et tout d'un coup, comment tu rebondis en partant, si je ne dis pas de bêtises, dans le marketing de luxe? Voilà. Et qu'est-ce que tu retiens de cette aventure dans le marketing de luxe? Parce qu'on va parler de ton parcours tout au long de ce podcast. Mais voilà, marketing de luxe. Dis-moi plus. Quand j'étais petit, j'ai mon plus jeune, 7 ou 8 ans, je pense, je jouais beaucoup avec les poupées de mes sœurs. Donc, j'enlevais leurs habits, je prenais des feuilles, je faisais des patrons, je prenais ma mère vendait des tissus, elle vendait du wax. Donc, je prenais des bouts de wax, des chutes qui restaient, je coupais, je confectionnais des vêtements. Et j'ai toujours été passionné par la mode, par accessoiriser plutôt des vêtements, les customiser, tu vois. Et enfin, je suis né au Bénin. Là, je te dis ça, on est dans les années 80, 90 plutôt. Très patriarcal, tu peux pas travailler dans la mode, tu peux pas utiliser tu peux pas customiser des filles, c'est pas viril, etc. Donc on m'interdisait de jouer à ça. Donc moi, après, je jouais au football, donc j'avais un don pour le football, ça s'est passé. Et là, je me retrouve, mon rêve de football, il est brisé. Qu'est-ce que je sais faire d'autre? C'est la mode. Je fais une école de mode et ça se passe pas très bien, dans le sens où j'ai mes frères, j'ai mes cousins, bref, il y a des personnes qui me disent non, mais tu peux pas faire ça. Alors ça se passe pas bien à cause de la famille. Exactement. Non pas par rapport au fait que tu n'en aies pas les compétences ou autre. Voilà, c'est ça, exactement, à cause de la famille. Et puis là, je me dis, ok, ils commencent à me prendre la tête, je vais faire autre chose. Et mes parents m'ont toujours dit, il faut que tu fasses de grandes études, parce que tu es handicapé, tu as 2 prothèses de hanche, seule éducation te permettra de vivre confortablement. Et je regarde ce qui se rapproche le plus de la mode, c'était le marketing du luxe. Parce que tu peux côtoyer des belles maisons de luxe, tu peux travailler pour ces maisons-là, et c'est comme ça que je décide de faire mon master en marketing du luxe, tu vois. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai intégré très vite de belles maisons. J'ai eu beaucoup de chance et je touche du bois. Je pense que je suis très chanceux dans ma vie. Et je rentre chez Saint-Laurent Beauté, chez Cartier. Enfin voilà, je fais de belles maisons de luxe. Jusqu'à mon parcours aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu as retenu de cet univers du luxe? Exigence, storytelling, présentation. Exactement. On en parle tout à l'heure. Voilà. Et il y a 3 choses, c'était exigence, c'était storytelling, et le 3e, c'est souci du détail. Et c'est ce que je mets dans mon business aujourd'hui. C'est clairement ce que... Merci, c'est vraiment c'est rapide et c'est précis au moins. Comment est née l'idée aujourd'hui de lancer Black Hats à Paris? Enfin, Black Hats Paris, pardon. Je suppose que c'est à Paris. Oui, c'était à Paris. Nos locaux étaient dans le Marais, nos ateliers de fabrication. Black Hats Paris, c'est... Alors, je travaille dans la mode avec pas mal de maisons et je me retrouve, pour ma dernière expérience, j'étais directeur commercial d'une maison de luxe. Et ça se passait pas bien. J'avais plusieurs postes. J'ai remplacé plusieurs fois des confrères en Europe et j'avais pas le titre de vice-président Europe que je voulais. Et à un moment, je me suis dit, j'ai atteint un plafond de verre, je peux pas aller plus loin.
Et j'ai jamais, alors c'est rigolo parce que j'ai jamais voulu être salarié. Depuis tout petit, je disais à mes parents, je vais être entrepreneur, je vais être chef d'entreprise, je vais lancer ma boîte. Et la vie a fait que je suis rentré dans cette voie salariale. Et pour moi, c'était le moment, tu vois, c'était le moment d'aller voir autre chose, de faire autre chose. Et de te lancer. Et de me lancer. Et j'ai fait une erreur que aujourd'hui, dans mon académie, je dis aux gens de ne pas le faire. C'est que d'habitude, quand on veut se lancer, on se dit, écoute, je suis bon dans ce domaine-là, j'ai travaillé dans ce domaine-là, je vais lancer une activité dans ce domaine. Alors peut-être que la vie t'a emmené dans ce domaine, mais peut-être que c'est pas ta passion, tu vois. Et moi, j'étais directeur commercial dans la mode. Je savais vendre, je savais développer une marque, et je me suis dit, je vais créer ma propre marque. Sauf que les autres marques, le service marketing, comptable, financier, il y a beaucoup de moyens des levées de fonds. Et toi, tu te retrouves avec ton peu de budget, tes économies. Et donc, c'est pas le même marché, en fait. Mais on s'en est plutôt bien sorti. Enfin, donc c'était l'idée. Je me dis, écoute, j'ai travaillé dans la maroquinerie. Je vais lancer une marque de maroquinerie. Ensuite, progressivement, on a rajouté des chapeaux. On a rajouté du prêt-à-porter. Et en fait, on a étoffé la marque. Moins 100 000 euros au début, enfin, investissement avec mes fonds propres. Une année d'enfer. À jouer avec la trésorerie. Exactement, à jouer avec la trésorerie. Tu sais pas si tu vas te payer, c'est compliqué, tu dois payer les autres avant toi. Et finalement, on fait un petit chiffre, on finit à 2 millions d'euros de CA avec une belle trésorerie, ça se passe bien. Et voilà, donc aussi, je me suis dit, écoute, je sais travailler dans la mode, je sais travailler dans le marketing, dans le service commercial. Je vais me lancer dans ça. C'est comme ça qu'est venue cette idée. Et c'est surprenant parce que tu t'arrêtes jamais, parce que tu pourrais te dire, je vais continuer comme ça, je vais pousser à 5, 10 millions d'euros, pourquoi pas. Et en réalité, toi, tu te dis, non, j'ai envie d'aller plus loin. Et tout d'un coup, tu crées Visible. Voilà, une académie, apparemment. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Pourquoi tu l'as créée, déjà? J'ai un problème dans ma vie, c'est que je m'ennuie très, très, très vite. C'est un vrai problème. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé Visible. En tout cas, ça se voit pas. C'est bien, t'es tout calme, tu bouges pas, c'est génial. J'essaye. Mais là, je passe un bon moment, donc c'est chouette. Non, en fait, je m'ennuie beaucoup dans ma vie et j'ai besoin de créer tout le temps. Et en fait, si tu veux, à un moment, j'étais arrivé à une étape de ma vie. On est en 2020, Covid. On a plus de 80 points de vente. C'est compliqué. Il y a d'autres points de vente qui n'achètent plus, qui commandent plus nos produits, donc baisse de chiffre d'affaires. Il y a une équipe à nourrir, il y a une équipe à payer. Et là, c'est compliqué. Et donc, il fallait rebondir, en fait, tout simplement. Donc, Visible, c'est arrivé après. Sur les réseaux sociaux, on avait une belle communauté, on avait une créativité qui était assez impactante. Et donc, il y avait plein de maisons de luxe qui nous contactaient, plein de personnes qui me disaient, écoute, on a besoin que tu nous aides Non, vous travaillez avec quelle agence? Quelle agence s'occupe de vos réseaux sociaux? Et je leur disais, c'est me, myself. Enfin, je suis tout seul à le faire. Enfin, j'ai une équipe, mais ça, c'est moi qui le gère. Et progressivement, il y a une marque qui me contacte, avec qui ça se passe très bien. Je leur fais une stratégie digitale qui m'ouvre son carnet d'adresses, Evian, BMW, Chanel Beauté, etc. Et je me dis, en fait, c'est chouette. Et je me rends compte que c'est un métier. Et ce métier-là, avec le temps, on me dit, en fait, ce métier, c'est du storytelling parce qu'en fait, tu racontes des histoires pour des marques. Et on revient aux 3 mots inconditionnels que tu avais, qui étaient l'exigence, le souci du détail et le 3e, storytelling. Qui était le storytelling. Ouais. Voilà. Donc, du coup, tu te dis, je vais mettre en application, en réalité, quelque chose que je fais naturellement dans mon business depuis un certain nombre d'années. C'est ça, absolument. Et c'est marrant, je fais un pendant dans l'immobilier. Aujourd'hui, il y a 2 types d'agents immobiliers. Il y a celui qui ne veut pas être sur les réseaux sociaux, et on en parlera tout à l'heure. Et il y a nous qui pensons qu'aujourd'hui, il est prioritaire, en réalité, localement, d'être un peu l'effigie locale, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout se passe sur les réseaux sociaux et que la visibilité est là. Et donc, du coup, toi, tu mets en avant le personal branding dans ton business, j'imagine. Enfin, en tout cas, c'est le cas. C'est pour ça que tu l'as créé. Exactement. Et justement, pourquoi mettre en avant, pourquoi travailler et mettre en avant son personal branding aujourd'hui? En fait, est-ce que je me suis... en travaillant avec ces marques-là, il y a d'autres... Sur ma communauté, j'alimentais énormément ce que je faisais. Et il y a une personne qui me dit, écoute, j'aimerais bien que tu m'accompagnes. J'ai pas un budget de Chanel Beauté, mais j'aimerais bien que tu m'accompagnes puis 2, puis 3, puis 5, puis 10. Et je me suis dit, on va faire un test. On va accompagner des personnes à lancer leur activité.
Et le constat que je remarquais aussi, j'ai écrit un livre, j'avais toutes les excuses entre-temps en 2020, et quand j'allais faire des conférences dans des entreprises, dans des organismes, je me rendais compte à chaque fois, on me disait, mais vous avez lancé votre entreprise depuis combien de temps? Je fais, écoutez, moi ça fait 16 ans, ça fait 4 ans, ils me disent, vous avez passé le fameux cap des 3 ans. Et je ne savais pas, et de bouche à oreille, je me suis rendu compte qu'il y a plein d'entrepreneurs qui au bout de 3 ans, arrêtent, retournent dans le salariat, leur business ne fonctionne pas. Et moi, c'est vrai que quand j'ai commencé, on était 90, on était dans un incubateur, on se retrouve chaque année, et sur les 90, en fait, on est 2 à avoir continué dans l'entrepreneuriat et en vivre et à avoir des équipes. Et je me suis dit, c'est pas normal, en fait. Donc, c'est comme ça qu'est né Visible. Je me suis dit, écoute, je vais créer une structure où, qu'est-ce que moi j'ai mis en place qui a fait que je suis là. Les bonnes pratiques. Exactement. Et j'ai tout listé. Je me suis fait accompagner par une personne pour mettre tout de façon pédagogue et pour lancer. Alors, au début, c'était l'enfer. J'ai maudit mon coach. Je disais, mais c'est trop. J'ai pas fait tout ça. Moi, je l'ai fait à l'instinct. En fait, non. En fait, il y avait vraiment une façon de faire. Et donc, pour revenir à ce que tu dis, Visible, c'est une académie pour accompagner des personnes à se lancer, à développer leur activité, parce que, par rapport aux personnes dont tu parles dans l'immobilier, pour moi, il faut être présent sur les réseaux sociaux, il faut travailler son personal branding. Je veux dire, si demain, je te souhaite pas, mais si demain ton activité s'arrête, le fait d'avoir pris la parole, d'avoir défendu, d'avoir pris une position, en fait, tu peux être fort de ça et lancer une autre activité parce qu'en fait, tu es reconnu comme étant un leader d'opinion, un expert qui prend la parole sur un sujet spécifique et qui fait que tu pourras toujours rebondir. Et donc, moi, aujourd'hui... Pardon. Ouais, je t'en prie. Et aujourd'hui, je dis, c'est que peu importe aujourd'hui Visible ou n'importe quel autre de mes business peut s'écrouler, j'ai ma personnalité, j'ai le combat que je défends. Moi, je défends la singularité. Donc, chez Visible, c'est des gens qui ont été violentés, qui ont été invisibles, qui ont été brisés par la vie, qui ont été laissés, qui ont été abandonnés, qui ont été exclus de la société. Je veux dire, c'est des gens, je dis toujours, en fait, ils ne te voyaient pas, pourtant tu étais là. C'est des gens qui ont des histoires parcours de vie inspirantes. Voilà, des parcours de vie qui sont compliqués et qui pour autant veulent lancer. Et donc tu les accompagnes un peu à se reconstruire, à dépasser tout ça et à lancer leur société, leur business. D'accord. Et notamment par le storytelling et le personal branding. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Visible, ça fait 4 ans. 4 ans. Et en 4 ans, est-ce que tu peux nous partager en tout cas une success story d'une de tes clientes? Alors j'en ai plusieurs, mais je vais rester dans le thème de l'immobilier, justement pour si les personnes nous écoutent là dans l'immobilier. J'ai Adeline de Ad2Immo, je vous invite à la suivre sur Instagram, c'est formidable ce qu'elle fait. Donc en fait, agent immobilière. Elle est basée où? Elle est à La Réunion. D'accord, génial. Parce qu'on est digital, donc on a des clients un peu partout, Canada, Réunion, Madagascar, j'ai eu quoi les dernières fois. C'est extraordinaire, parce qu'il y a pas longtemps, je discutais avec un réseau de mandataires justement sur la Réunion, ils sont plus d'une centaine, et elle, ça me parle, je sais pas pourquoi, mais ça me parle. Je pense que tu as sûrement dû voir passer sur les réseaux sociaux. Oui, peut-être, voilà, tout à fait, on a échangé, c'est génial. Et du coup Et donc Adeline, quand elle est rentrée dans l'académie, son business fonctionnait pas très bien, agent immobilier, et nous, on a allé sur sa singularité. Et donc, sa singularité, c'est que quand elle était toute petite, elle a aidé ses parents qui ont acheté un appartement à 2. En fait, elle se rend compte que l'appartement plaisait plus à un, je dirais pas lequel, un de ses parents plutôt qu'à l'autre. Et je pense que c'est un trauma qui est resté en elle, tu vois. Et donc, je dis, mais tu fais quoi? Elle me dit, je suis agent immobilier. Je dis, mais en fait, tu fais ça comme tout le monde, tu te différencies pas, c'est quoi ta différenciation? Et en allant creuser, donc la particularité de Adeline, c'est qu'en fait, elle fait passer des entretiens à ses clients. Donc, tu veux acheter un appartement à 2. Déjà, elle fait que des appartements en binôme, donc couple. Elle va questionner tout seul le premier, ensuite le second. Exactement, tout seul le second. Et elle va dire, ok, en fait, le business, l'appartement vu sur la mer, alors toi, tu adores, l'autre, un peu moins. C'est marrant, c'est l'architecte d'intérieur, en réalité, mais pour l'immobilier. Exactement. C'est marrant. Et alors, il y a cette partie qui aime et non moins, bref. Et en fait, vous ne serez pas heureux tous les deux, donc le deal, je ne le ferai pas. Et en fait, on l'a accompagné, en fait, à jouer sur ce refus. Qui est l'équité, en fait. Exactement. Et ça a fait un bouche à oreille où, en fait, les gens disent, en fait, elle n'est pas là pour notre argent, elle est là pour notre bien-être. Et donc, si le deal ne correspond pas, en fait, on voit qu'il n'y a pas une équité, en fait, elle ne le fait pas. Et en gros... elle ne refuse pas les clients tout seul. Elle ne refuse...
Alors, elle ne refuse pas les clients tout seul, elle en fait, mais vraiment sa spécialisation maintenant, c'est son vraiment... cœur de cible, en tout cas, c'est les acquisitions à deux. Et à deux, voilà. Et donc, c'est une belle histoire. Exactement, la success story maintenant, c'est que cartonne dans son activité et quand elle est reconnue à La Réunion comme la personne qui accompagne les couples, en tout cas les personnes à deux à acheter un bien et qui va correspondre aux deux. C'est génial, c'est une belle histoire, je te remercie. Je la contacterai prochainement. Avec alors. Plaisir. Il y a aussi un sujet chez toi, j'entends en tout cas, et on a discuté un petit peu, c'est que la famille tient une place très importante. Énormément. Voilà, énormément pour toi. Et entre guillemets, comment tu concilies à la fois ton rôle d'entrepreneur, ton rôle de père, et aussi garder le self-control quand justement on sait qu'il y a des mois plus difficiles que l'autre. Comment tu arrives à tout lier, et puis aussi à garder du temps au-delà de tes enfants pour aussi ta vie de couple et les parents, la famille, etc. En fait, j'ai une valeur qui est très, très, très forte, très importante pour moi, c'est ma liberté. Je me suis mis dans l'entrepreneuriat parce que je voulais être libre. Moi, je me dis toujours, je ne cherche pas à être le plus riche du cimetière, mais je cherche à être le plus... C'est joli, ça. C'est vrai. Mais je cherche à être la personne la plus libre possible. Donc, la liberté, c'est très important pour moi. Et pour moi, comment je concilie ma vie, c'est qu'en fait, j'ai créé mon business au service de ma famille. C'est-à-dire que j'ai des périodes de lancement où je vais faire rentrer des clients. Et donc, c'est une période qui est dédiée à cela. Et après, les 3 autres semaines, en fait, d'habitude, ça dure une semaine dans le mois où il y a tout le chiffre d'affaires du mois qui est fait. Et les 3 autres semaines, en fait, je suis libre et je passe beaucoup de temps à profiter de mes enfants, de ma femme de mes proches. Donc, comment j'ai fait ? Je ne sais pas, j'ai juste... Est-ce que c'est un besoin vital pour toi de te ressourcer ? Est-ce que ça permet de te ressourcer, de garder de la créativité ? C'est des moments où ça te permet justement de pouvoir couper et te recentrer. Comment tu le juges ? Là, je vais plus te parler de... Enfin, au moment où on enregistre, j'ai Gabriel, mon fils, il a 5 ans, et j'ai Camille qui a 8 mois. Je vais plus te parler de Gabriel parce que j'ai des relations très, très fortes et très privilégiées avec Gabriel qui a 5 ans. Moi, j'ai grandi, alors mes parents, mon père, ma mère était toujours là à tous les points. Mon père était là plutôt financièrement. C'est-à-dire que j'ai passé des moments avec mon père, je crois que je devais avoir 20 ans, c'est à partir de 20-25 ans qu'on a passé des moments de qualité, on a pris beaucoup de temps ensemble et qu'on prend toujours beaucoup de temps ensemble. D'ailleurs, je pars à la fin du mois, j'ai passé une semaine qu'avec lui, sans mes enfants, ni ma femme. Mais... peut-être que c'était un trauma, je ne sais pas. Je me suis toujours dit que je ne voulais pas être ce genre de père qui n'était pas présent dans tous les aspects de la vie de son fils. Et moi, j'ai envie de laisser. Pour moi, c'est la connaissance. C'est une deuxième, la transmission, la connaissance, c'est une deuxième valeur qui est importante chez moi. J'ai envie de donner toutes les clés à mon fils, la confiance en lui, qu'il comprenne, qu'il apprenne à faire pour qu'il puisse voler de ses propres ailes et faire ce qu'il voudra faire. Et pour moi, je dis que je coach mon fils. Et pour le coacher, il faut que je sois présent pour lui. Donc en fait, je ne lui dis pas quoi faire, mais je le questionne, je lui apprends à réfléchir pour pouvoir avancer tout seul. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais nos enfants nous coachent aussi un peu. Bien sûr. Voilà, c'est un peu le rôle. Alors on va passer à une rubrique que j'aime beaucoup qui s'appelle les conseils aux entrepreneurs et notamment peut-être par moments aux entrepreneurs immobiliers. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, selon toi, qu'un entrepreneur attire la confiance avant même un rendez-vous ? Et on parle encore d'image, de présentation et c'est un peu ton leitmotiv. Donc si tu peux nous en dire un peu plus là-dessus. Aujourd'hui, tu as 2 options. Je le fais pas, bizarrement je le fais pas moi, mais normalement tu vas Google ou tu iras sur les réseaux sociaux pour regarder la personne. Enfin, pour avoir un rendez-vous, tu vas voir, ok, qu'est-ce qu'elle a fait. Moi, je suis plutôt vraiment. Ouais, ça c'est comme les avis clients dans l'immobilier. Exactement. Souvent. Ou au restaurant. Ouais. Les avis Google. Voilà. Et moi, je suis dans l'autre sens parce que j'adore la singularité, donc j'aime bien découvrir en disant, mais ça c'est plutôt intéressant. Enfin, bref, je suis en étude de cas permanente, mais ça c'est un autre débat. Donc pour revenir à ce que tu disais, ça va être hyper important de travailler ton image et de travailler ton histoire. Donc, je dis toujours, si tu ne racontes pas ton histoire, une autre personne va la raconter à ta place. Si tu ne racontes pas ton histoire, une autre personne va la raconter la sienne et les gens vont venir vers cette personne-là et non pas chez toi. Est-ce que ça veut dire que pour toi, il faut mettre de l'humain, il faut mettre du personnel dans un monde business professionnel, parce qu'en réalité, si on fait le point il y a 20 ans en arrière, on n'attendait que de la rentabilité, etc. Alors les réseaux sociaux n'étaient pas là, oui. Mais on se souciait moins de toute cette partie-là. Et toi, tu dis aujourd'hui,
le monde s'est complètement inversé. Ouais, Aujourd'hui, on t'épie, on sait qui tu es avant même d'arriver, et on a envie de savoir de quel bois, en réalité, tu es fait. Exactement. C'est un peu ça? Oui, tu dois totalement mettre l'humain. Je veux dire, il y a des choses qu'on faisait. Je regardais les émissions, ce qui a marqué mon enfance, c'est le Thierry Ardisson qui est décédé. Il y a des choses qu'il disait, on peut plus le dire maintenant, tu vois. Oui, c'est clair. Alors que moi, je trouvais ça génial, moi, je trouvais ça drôle. Et aujourd'hui, tu ne peux plus... On peut plus rire de grand-chose non plus. On peut plus rire de rien du tout, en fait. Et en fait, on est dans une société de contrôle, on est dans une société d'information. Je veux dire, la personne qui va se faire renverser par une voiture, elle va filmer qu'elle s'est fait renverser plutôt que d'appeler les pompiers en premier. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a tout intérêt, en fait, à avoir une image et à montrer qui on est. Et en fait, mais par contre, il faut être authentique. Parce que ce qui fait que moi, je vais venir chez toi plutôt que chez une personne, c'est vraiment ton authenticité. Tu vois, qu'on avait échangé par téléphone. Ta singularité aussi. Exactement, ta singularité qui fait que plutôt que X ou Y, je décide d'aller chez Y parce que je me retrouve proche de ces valeurs. Et en fait, c'est important ce que tu viens de dire, valeur. Oui. Voilà, valeur. Tout ramène un peu, je trouve, souvent aux valeurs. Exactement, en fait. ouais. D'accord. Et tu vois, moi, mes clients, en fait, ils viennent chez moi parce qu'ils savent que la terre peut brûler. Moi, j'ai jeudi après-midi et vendredi après-midi, je vais chercher mon fils plutôt à l'école et c'est nos moments à nous, en fait, tu vois. Oui, tu fais vraiment cette scission, en fait. Ah oui, peu importe. Et mes équipes, dans tous les cas, ils n'ont pas mon téléphone personnel. Donc, quand je pars, je laisse mon téléphone professionnel au bureau et le monde peut brûler. J'en ai rien à faire. Je dis toujours, en fait, on ne sauve pas des vies. En fait, on fait du business, on ne sauve pas de vie. Donc, c'est ce que je dis avec l'immobilier. Ouais. On fait de l'immobilier, on ne sauve pas des vies. Donc, calmez-vous, ça va bien se passer. C'est ça. D'accord. Alors, c'est rigolo parce que si les taxis, les professions aussi comme l'immobilier, on a toujours eu tendance à avoir une mauvaise presse. Alors ça s'est amélioré au fur et à mesure des années avec des émissions télévisées, etc. Ok, pas de problème. Mais qu'est-ce que tu dirais, toi, en priorité aux agents immobiliers pour casser un peu l'image qu'on peut avoir ou qu'ils peuvent avoir un peu de requins, de personnes un peu vénales? Tu sais, quand on pense à un agent immobilier, on pense souvent à quelqu'un qui a sa Porsche et qui tranquillement fait visiter et prend un max d'honoraires. Voilà. Et ce qui n'est pas du tout la réalité, c'est un peu des stéréotypes. Et comment toi, tu déconstruirais les choses pour donner une image un peu plus humaine de ce métier? C'est une bonne question. Hein. Très, très bonne question. Ouais, hyper intéressant. S'il y avait un agent immobilier qui faisait ça, moi, je jouerais plutôt sur le... Je montrerais que j'ai une belle Porsche, si c'est le cas. Je montrerais vraiment que j'ai ma Porsche, que je gagne très bien ma vie. Et je montrerais ce que j'ai mis en place pour pouvoir avoir ces Porsches-là. Donc, c'est des deals que j'ai fait avec des personnes, que j'ai pris du temps sur le terrain pour pouvoir dénicher des bons contrats, des bons lotissements qui m'ont permis d'avoir... tu montrerais la success story qui est arrivée à ça et les efforts et que ça n'a pas toujours été le cas. Exactement. Et je jouerais sur mes valeurs, une fois de plus, en disant, écoute, moi, j'ai l'intuition, j'ai le réseau, et ça, je vous fais bénéficier de ce réseau-là, et je jouerais une chose en plus en disant, OK, en prenant mon bien, le bénéfice que ça apporte à la personne, elle est heureuse d'avoir acheté ce bien-là, elle vit avec sa famille, elle est contente, et aussi la possibilité de faire une plus-value pour pouvoir revendre plus cher et avoir cette Porsche, avoir ce train de vie que j'ai. Merci. Je jouerais vraiment sur les avantages. Une petite autre question qui me vient en formation. Je rencontre souvent des conseillères et des conseillers qui me disent « Ah non, mais moi je veux pas être pris en photo, je veux absolument pas me retrouver sur les réseaux sociaux. » Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour expliquer? Et c'est pas que dans l'immobilier, on a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui ont du mal à vouloir être visibles. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour qu'ils acceptent de passer le cas? Parce que je pense qu'en réalité aujourd'hui, tu le disais tout à l'heure, c'est devenu incontournable en vrai. À chaque fois, je dis, écoute, laisse les autres prendre ta place, c'est bien. Donc, tu gagneras pas ta vie. À un moment, tu te retrouveras sur le banc et puis ce serait une autre personne moins talentueuse que toi qui ira. Enfin, la chose que je dis à chaque fois, c'est que je participe, moi, mon métier, c'est que je déteste l'injustice, mais tous les jours au quotidien, je participe à la justice de la société. Parce qu'on accompagne des personnes qui sont pas forcément peut-être, alors elles sont très experts dans leur domaine, mais c'est pas les personnes les plus brillantes, les meilleures. Mais par contre, en termes de marketing, en termes d'image, ce sont les meilleurs parce qu'en fait, on arrive à façonner, utiliser l'image qui va faire que les gens vont leur faire confiance. Donc, la personne qui ne veut pas utiliser son image, elle est en train de perdre du temps. Elle est en train de laisser sa place aux autres. Elle est en train de se faire prendre des parts de marché par des personnes qui sont peut-être moins compétentes qu'elle et qui vont le prendre. Aujourd'hui, on est dans une guerre
Ou tu la mettrais face à ses responsabilités et la réalité de que si elle ne le fait pas, quelqu'un d'autre le fera à sa place. Exactement. Et je lui dirais, écoute, regarde une personne qui montre. Et c'est pour ça que les business personnels fonctionnent mieux que les marques. Tu vas mettre le même message avec une marque qui ne montre pas son visage et le même message avec une personne, mais la personne, elle a plus de sympathie, d'engagement qu'une marque, parce qu'en fait, les gens ont besoin de se représenter, ont besoin de voir les choses, de voir les personnes. Et alors, sur cette partie également, si tu avais une seule action concrète, en tout cas pour mieux raconter son histoire, ou sur qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est plutôt être sincère, etc., dans son récit? Quel serait ton meilleur conseil par rapport à ça, ou le plus simple? J'ai 5 étapes, moi, dont je parle dans mon livre Deviens visible. Et je t'en parle en exclusivité ici. Très bien. Donc, qui est en cours de finalisation. Exactement, qui n'est pas encore sorti, qui va sortir le 16 octobre. On est ravis. Alors vas-y, au contraire, dis-nous tout. Donc normalement, tu as le parcours du héros. Donc le parcours du héros, c'est le parcours du storytelling. Et donc c'est 4 étapes. J'en ai rajouté un 5e dans le parcours du héros. Donc du coup, en fait, c'est le parcours adolescent de Steves. Et je rajoute un moment de ta vie qui s'est passé avant tes 14 ans. Donc en fait, pour pouvoir raconter son histoire, tu as le premier, c'est que c'est un fait de ta vie. Jusqu'ici, tout va bien ou tout va mal. Il y a un fait de ta vie qui fait que tu es là. Ensuite, tu as un voyage hors du monde commun. Hors du monde commun, tu as quelque chose qui s'est passé et tu sors de ton monde. Et donc là, il y a autre chose qui va se passer après ton voyage où en fait, c'est un bouleversement et qui te donne une transformation. Et nous, on rajoute la 5e étape qui est dans le livre où je développe. C'est vraiment la méthode avant 14 ans, quelque chose qui s'est passé dans ta vie avant 14 ans qui fait que. Et donc, pour revenir dans ce que tu dis dans le storytelling, tu me demandais quoi, la clé? La clé, en tout cas, la principale action à ne surtout pas oublier, ou quelle est la chose essentielle? Pour moi, la chose essentielle, c'est de te rappeler d'où tu viens et de le mettre à chaque fois dans ton message. Donc, c'est pas perdre son authenticité. Oui, exactement. C'est de pas vouloir être quelqu'un qu'on n'est pas. Oui, c'est pas vouloir être quelqu'un qu'on n'est pas. Et on le voit aussi bien pourquoi Barack Obama a été élu, parce qu'il a pris l'un des plus grands storytellers américains. En fait, il rappelait toujours, et c'est surtout aller dans les détails, tu vois. Il va te raconter que quand il était étudiant, qu'il étudiait le droit, il se retrouvait par terre avec Michelle Obama, il mangeait un plat de pâtes, et donc il va vraiment dans le détail et tu te connectes en fait à ce moment-là, parce que chaque étudiant, à un moment, tu t'es retrouvé un moment à manger ce plat de pâtes. Donc c'est vraiment raconter les choses et raconter des détails de ta vie qui vont faire que les gens vont se connecter à toi. Je comprends, merci beaucoup. Petite question bonus avant de finir. Est-ce que tu as déjà investi dans l'immobilier? Oui. D'accord. J'ai investi un petit peu dans l'immobilier. J'ai des appartements à Bordeaux, j'en ai au Bénin. C'est particulier d'avoir des appartements au Bénin et j'ai des studios à Paris. D'accord, très bien. Et ça s'est toujours bien passé? J'ai eu la chance d'être accompagné à chaque fois. Mais tu as beaucoup de chance, tu l'as dit. Hein. Oui. En fait, je pense que pour moi, la clé, c'est d'être accompagné par des experts dans leur domaine, tu vois. Il y a des gens qui vont se dire non, mais ça va, tu peux aller sur le on va pas citer, bref, tu peux aller sur des sites et trouver des appartements. Si, c'est vrai, c'est possible. Mais comme moi je permets aux gens d'accélérer leur business et je prends des gens qui me permettent d'accélérer le tien. Exactement. Donc tu fais appel à des professionnels. Exactement. Pour t'aider. Et mon mentor, il m'a toujours dit une chose, les riches gagnent du temps. Et cette phrase-là, ça game changer dans ma vie. Et donc, quand je vais faire quelque chose, si je peux le faire rapidement, je le fais. Si je ne peux pas le faire rapidement, je prends une personne qui peut m'aider à le faire rapidement. C'est génial. En conclusion, c'est parfait. Bon, en tout cas, Steve, je te remercie d'être venu partager ce moment avec moi. C'était très agréable. Merci à toi. Je voulais également vous dire qu'on nous retrouve partout, à la fois sur YouTube et sur toutes les plateformes habituelles. Et puis, dans l'idéal, ce que je retiens en tout cas, c'est oser être vous-même. Voilà. Ne mentez pas. Soyez sans filtre, même si le parcours de vie peut être ébréché. Et n'ayez pas peur de pousser les portes. C'est ce que je reviens du casting. Merci à vous tous.